Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour pour une nouvelle heure de débat autour d'une actualité, il faut bien vous le dire, ou enfin de thématiques qui vont assez largement ressembler à celles d'hier, mais en même temps, c'est les sujets qui nous passionnent en ce moment. Il y a évidemment tout ce qui tourne autour des retraites. Moins les retraites d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que la messe est dite pour tout le monde, c'est assez frappant. On en parlait un peu hier si vous êtes avec nous, mais tu fais ta ligne des chiffres, tu fais des maths, mais en face, tu as un gars qui dit non. Voilà, donc c'est plutôt les à côté qui vont nous intéresser. Et puis chat GPT, donc vous avez suivi le débat hier, je me suis rendu compte que ce débat passionnait absolument tout le monde. J'en avais pas pris la mesure. Donc on va continuer aujourd'hui, puis en plus on a des gens qui sont dans le secteur, encore une fois, pour aller plus loin. Et puis, ah tiens, quand même, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, Emmanuel Combes, il y a longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble, donc je vais l'inviter pour discuter de ça. Emmanuel Combes, il a écrit un tout petit papier dans l'Opinion, l'air de rien, pour raconter ce que pourrait être une sorte de droit carbone personnel. Une sorte de, il appelle ça, lui, une carte carbone, qui te donnerait chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ta consommation de carbone autorisée. Mais la volée de bois vert, mais un truc de dingue. Il aurait dit, j'en sais rien, moi, faut tuer tous les chiens, il y aurait eu moins d'écho, quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Autour de la table, Bénédicte Tilloy. Salut Bénédicte, salut, fondatrice notamment de Ask for the Moon, mais qui a l'immense mérite en ce moment d'avoir été DRH de la SNCF, c'est ça DRH de SNCF Réseau. Voilà, SNCF Réseau, et puis tu t'es occupé aussi de toute l'Île-de-France. Guy Mamoumani, salut Guy, coprésident, cofondateur du groupe Open, et Clément Henrat, salut Clément. Salut Stéphane. Prof d'éco à Sciences Po. Et à Dauphine. Sorbonne. C'est ça. Je salue Jérôme Mathis qui, lui, est voilà, à Dauphine. C'est Jérôme. Voilà. Allons-y. Non, mais d'abord, question très ouverte. Sur les retraites, allez, laissons de côté le débat, parce que je crois que tout a été dit. Peut-être sur la façon dont vous voyez là le sujet maintenant, c'est demain que commencent les mouvements de grève, on ira particulièrement sur la SNCF évidemment avec toi Bénédicte, mais avant ça, votre sentiment, on est dans une espèce de figure imposée, voilà, donc on va faire oh là là, quand ils sont foutus, les syndicats sont là, et puis le texte va être voté, et puis on se retrouvera dans 5 ans parce que finalement cette réforme ne résout pas tous les problèmes qui auraient dû être résolus. C'est mon scénario, voilà. Les dés ne sont pas jetés, je me rappelle qu'en 95... on a réussi à bloquer cette réforme. Et vraiment, si tu me demandes mon sentiment, moi je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que j'ai été totalement traumatisé par les manifs, les discussions de 95, et j'ai peur que ça recommence. D'accord. Et vraiment, on a vécu quand même, parce que je fais partie des gens qui ont un âge avancé maintenant, donc je peux en parler. Ça a été une période qui a duré je ne sais plus combien de semaines et qui a été absolument catastrophique pour à tous les niveaux, personnel, professionnel, business. Et j'espère que ça ne va pas se renouveler. D'accord. Alors après, tout est passé quand même, tu sais ça, Guy. En fait, l'histoire que les grèves de 95 ont bloqué la réforme, en fait, c'est un mythe. Ah oui ? Mais oui. En fait, tout est passé quand même. Mais après, voilà. Absolument. Ça, Derrière. J'en avais discuté. Comment s'appelle cet ancien ministre qui est devenu maintenant entrepreneur ? Bon, ça me reviendra. Qui était dans le cabinet de Juppé à ce moment-là et qui m'avait expliqué. Non, finalement, tout est passé. Clément, tu penses aussi à quelque chose comme ça ? En fait, il y a 2 choses qui me surprennent un peu. C'est vrai qu'on constate que les gens, y compris ceux qui vraiment veulent être grévistes, qui s'annoncent comme grévistes, qu'ils soient fonctionnaires ou du secteur privé, ils sont à la fois assez enthousiastes à l'idée d'être et en même temps assez résignés. Je trouve ça un peu curieux. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que de toute façon, ça va servir à rien. Donc c'est un peu un premier paradoxe. Et deuxièmement, moi je trouve curieux qu'on ait oublié la précédente réforme des retraites, donc d'Édouard Philippe, qui était quand même tout sauf paramétrique. Le but c'était vraiment une refonte complète du système, c'était même assez technocratique, on va dire. Comment ça d'Édouard Philippe, enfin de Emmanuel Macron ? Édouard Philippe, lui, il n'en voulait pas de ce truc. Oui, mais c'est quand même lui qui l'apportait. Contrat forcé. Il l'apportait avec un flingue sur la tente. Oui, non, bien sûr. Mais il s'était quand même très engagé. Il n'aurait pas eu le Covid, normalement, elle aurait dû être adoptée. Elle était quand même totalement différente de la réforme actuelle, qui finalement est pas, c'est vraiment une réforme purement paramétrique où on modifie, quelques paramètres. Et moi, je trouve ça curieux finalement qu'on se dise pas, mais pourquoi est-ce que on a soudainement en quelques années
refuser l'idée ou renoncer à l'idée d'une refonte, quelle qu'il soit, de l'ensemble des régimes. Et voilà, c'est les deux paradoxes, la résignation de ceux qui pourtant veulent aller manifester et le fait que finalement, on se dit que la seule réforme des retraites possible, c'est des ajustements de paramètres. La réforme Macron-Philippe Delevoye, voilà, on va l'appeler comme ça. Oui, c'est ça, voilà. Celle-là, la CFDT la soutenait. Oui. Voilà, la CFDT était derrière effectivement cette Il y avait réforme. quand même un débat assez avancé. Réforme à point. point. Oui, Voilà. bien sûr. Ouais, la réforme à point avec des points d'entrée, points de sortie. Chaque euro cotisé donnera droit au même droit. C'était un slogan magnifique. Ouais, tout à fait. Bénédicte, Moi, avant de rentrer sur la SNCF. Je trouve qu'il y a un mauvais vent qui souffle. C'est-à-dire que je suis d'accord sur le fait que les gens pensent que c'est plié. Et en même temps, ils veulent en découdre. Et c'est devenu un prétexte. C'est devenu un chiffon rouge. C'est jamais bon quand on voit les gens... Donc toi, tu as peur d'un truc mode gilet jaune alors? Ouais, un peu. Guy a peur d'un truc mode 95, toi, tu as peur d'un truc mode gilet Moi, jaune? j'ai peur d'un truc qui, en fait, soit un déversoir de mauvaise humeur, dont on ne sait pas comment on l'arrête, parce que finalement, la réforme en tant que telle, elle est pliée. Et donc, il n'y a pas d'enjeu de négociation sur le fond de la réforme. Et engager une espèce de lutte sociale, quel que soit le nom qu'on lui donne, sans avoir 2-3 bricoles à négocier, c'est toujours très mauvais signe. C'est toujours très difficile, parce qu'on sait... Il y a un petit truc à négocier sur les carrières longues. Peut-être, mais c'est... En gros, ceux qui commencent à 18 ans vont devoir cotiser 44 ans au lieu de 43. Enfin, nous, 43, enfin, voilà, eux, 44. Bon, voilà, donc il y a un petit truc à négocier. La question, c'est est-ce que c'est à l'échelle, tu vois? C'est-à-dire, est-ce que c'est à l'échelle de la mauvaise humeur? Il y a, dans la tête des Français, il y a l'idée que, il faut le faire, et en même temps, c'est injuste. Et ça, c'est quand même très embêtant. Voilà. Oui, moi, juste pour rebondir, Vas-y, ce qui me surprend beaucoup, c'est l'angle en fait d'attaque qui a été pris, qui n'était pas du tout le même, ni lors de la réforme Touraine, dont on n'avait pas du tout parlé, ou très peu finalement, qui était donc la réforme précédente, beaucoup moins avec la réforme Macron-Philippe, qui est celui de la mort d'une partie de la population à l'âge de 64 ans. Et moi, que ce soit dans les émissions de télé, c'était sur Quotidien encore cette semaine, Libération, Alternative économique, voilà. Bon, évidemment, c'est un peu plus orienté, mais tous... Ils nous mettent ce graphique sous les yeux en disant attention, à 64 ans, il y a déjà un quart des Français les plus pauvres. C'est une aberration, ce truc. Voilà. C'est totalement biaisé, ce exactement. Mais on nous répète ce chiffre, et comme on disait hors plateau à l'instant, une information qui circule comme ça devient progressivement une sorte de fait, comme si un quart, un tiers, pourquoi pas la moitié donc des Français étaient déjà morts à 64 ans pour les plus défavorisés. Et effectivement, ça transforme cet enjeu de réforme des retraites en une sorte de lutte des classes. Et moi, j'ai même des collègues, qui en plus, je le dis aussi en tant que prof d'université, on n'a pas le métier le plus pénible au monde, ni en termes d'horaires, de vacances, etc. Mais qui nous ont dit, en discutant entre nous, cette réforme, c'est une réforme de classe, et là, Macron, il me renvoie à ma race, la race des pauvres. Moi, j'ai un collègue qui m'a sorti... Prof d'université. Oui, c'est ça. En disant, oui, mais j'ai commencé à travailler plus bon. Donc c'est vrai que c'est, à mon avis, un angle un peu particulier, non seulement celui des inégalités sociales, mais avec un angle spécial qui est celui de la mort à l'âge de... Voilà. Et c'est quelque chose de nouveau. Enfin, moi, on voit rarement, je trouve, une réforme où on dit, cette réforme, attention, elle est très inégalitaire parce qu'elle va... conduire à ce que ceux qui sont déjà morts cotisent sans jamais avoir droit à la retraite derrière. Ceux qui sont déjà morts cotisent, non. Non, ceux qui sont morts, ceux qui cotisent vont mourir, auront cotisé sans bénéficier. Voilà. Sinon, non, ils peuvent voter. Accessoirement, ceux qui sont morts, mais cotisés, c'est compliqué. Et j'ai même vu un économiste, donc plutôt hétérodoxe, dire finalement Macron, c'est Bismarck aujourd'hui. La fameuse phrase de Bismarck, lorsqu'il crée les systèmes de retraite, disant à quel âge meurent les ouvriers? 65 ans. Eh bien, mettons une retraite à 65 ans. Sur le trait d'humour, de manière grinçante, c'est quelque chose qui est réapparu dans le débat aujourd'hui. Avec ce fameux chiffre, 25% des plus pauvres sont morts à 65 ans. Comme de LFI, finalement, qui a trouvé cet angle. Parce qu'ils n'ont pas réussi à, on va dire, contrecarrer les arguments rationnels et qui sont allés trouver un angle qui fait mouche. Je sais pas. Mais ça peut être. Mais je sais pas. Assez repris. Les gens voient bien. Enfin, les gens voient bien autour d'eux, partout, dans leur famille, que les gens sont pas morts à 65 ans. Mais tu vois. Enfin, je veux dire, chacun sait que l'espérance de vie, elle est au-delà de 80. Enfin, franchement, là, je sais pas s'il fait mouche cet argument. Il fait mouche sur les plateaux de télé, dans les émissions à la con. Oui, mais c'est plus un sujet. C'est plus un sujet technique du tout. C'est-à-dire. Ah non, je suis d'accord. C'est devenu un sujet immensément politique. Et encore plus cette fois-ci, parce que comme tout a déjà été dit, comme tu l'as dit, c'est devenu un enjeu politique
de se compter. D'ailleurs, il y a une petite querelle qui va prendre le lead sur le sujet entre les organisations politiques et les organisations syndicales. On voit bien qu'elles sont alignées sur le slogan, mais pas alignées sur la prise de responsabilité là-dessus. Donc, non, c'est pas très bon signe, je trouve. Mais j'aime bien ce que tu dis, effectivement, je vais le résumer, tu dis il n'y a pas de but de guerre. Non. C'est toujours compliqué. Quand il y a Poutine pas de en but- sait quelque chose. Oui. Quand tu es dans une offensive, que tu n'as pas de but de guerre et que tu te retrouves, comment l'arrêter? Eh ben, en fait, c'est le problème tous les gens qui négocient savent que lorsque les choses sont pliées, il y a de la radicalité à la clé. Oui, c'est une ça- phrase qu'on dit beaucoup. Alors, moi, dans ma tête, elle est attribuée à Staline, mais je pense que tous ceux qui ont négocié là, c'est quelque chose qu'on pourra leur céder. Il faut toujours avoir en main quelque chose à céder. En fait, il faut donner le maximum de choses avant pour éviter et garder des choses pour que la négociation, en fait, soit possible. Ouais. Sinon, ça devient, en fait, une bataille pour l'honneur. Ouais. Et les batailles pour l'honneur, on ne sait jamais qui les gagne. Pas mal, hein? On va rester là. Hein, ça fait réfléchir. Hein. Non, juste pour... parce que quand même, depuis 95, tu as eu 2010, donc la réforme Woerth. Tu as quand même 4 fois des mobilisations au-dessus du million. Et le 12 octobre, tu as 3,5 millions de personnes dans la rue quand même. Et c'est voté quand même. Hein, donc, voilà. Et effectivement, ajouter que, parce que je ne l'ai pas assez dit, l'équilibre à 2035 n'est garanti donc, par Bercy, par ceux qui font la réforme, qu'avec un taux de chômage à 4,5% et une productivité en hausse de 1% par an. Ce qui n'est pas gagné. Tout ça pour ça. Ouais. Quoi. Ouais, tout ça pour ça. La SNCF, Bénédicte, parce que là-dessus, pour aller dans ton sens sur l'idée d'un truc qui pourrait devenir un peu ingérable, il y a eu donc l'histoire de Noël, Oui. les contrôleurs qui échappent à tout contrôle. Oui. Les contrôleurs, c'est une population déjà particulière à la SNCF. C'est des nomades à l'intérieur d'un métier qui est un métier plutôt sédentaire. Il y a 2 populations nomades à la SNCF. Il y a les conducteurs et les contrôleurs. Les contrôleurs, ils exercent leur métier au milieu des foules, dans un train qui bouge toute la journée. Et donc, je pense que la période Covid, ils l'ont ressenti sans doute comme une période plus compliquée que les autres, un peu comme les gens qui étaient En première ligne. En première ligne, Tout à fait d'accord. sans avoir été reconnus en tant que tels, parce que les infirmières font davantage pleurer que les contrôleurs. Et de manière relative, les conditions d'exercice de leur métier sont devenues plus difficiles comparées à leurs collègues qui ont pu faire des réunions depuis leur bureau, depuis leur salle à manger, et qui ont obtenu le télétravail. Donc en fait, les conditions de travail, c'est jamais qu'une fin en soi, c'est une fin en soi comparée à celle des autres. Et donc, leur métier, ils l'ont vécu comme plus pénible, en même temps qu'ils ont été progressivement mélangés avec les autres. Alors, ils se revendiquent comme une classe, une race à part. Hein. Ils s'appellent les roulants roulés. Enfin, en tout cas, moi, je me rappelle, quand je les dirigeais, c'est comme ça qu'ils se prétendaient, qu'on les regardait. Et donc, c'est une population qui est toujours un peu irritée. Donc, et là... avec des organisations syndicales qui sont devenues beaucoup plus institutionnelles. Enfin, le dialogue social est devenu de plus en plus institutionnel parce que il y a plus les CHSCT, les Alors, DP, j'ai un chiffre, mais tu vas me le confirmer. La création des CSE, donc, qui rassemble tout ça, a fait disparaître 70% des délégués du personnel. Oui. À la SNCF, 70%. Et d'ailleurs, Ce qui en creux veut dire qu'ils étaient beaucoup quand même. tu as raison, ils étaient beaucoup, mais 2, ils s'étaient un peu répartis les responsabilités, ce qui fait que, d'une certaine manière, tout le monde avait quelqu'un Il y avait un point de qui contact. était capable de le défendre. Et on sait ce que ça veut dire. Tous les corps intermédiaires, ça a toujours de la valeur. Hein. Surtout, comme tu le dis très justement, pour des gens qui sont nomades. Bon, Il faut des points de contact il partout. faut des points de contact. Hein, juste pour, je me rappelle à l'époque, je ne pense pas que ça ait beaucoup changé, mais ils ont 80% des questions des clients et ils ont 20% des réponses potentielles immédiatement. Donc ils ont un métier qui n'est pas simple. Bon. Et donc, mais ils sont comme ils sont un peu différents des autres. Pour les organisations syndicales, c'est pas forcément une population si facile que ça. Et là, ils se sont retrouvés tout seuls, entre eux, avec le sentiment de ne pas être bien traités. Et donc, ils montaient cette coordination. Et voilà, et avec le succès de la mobilisation, ils ont mis le bazar. Et c'était la première fois, je crois, à part 95, où
Noël était entre guillemets un jour de grève. Parce que c'est quand même Mais pour toi, c'est un précédent Oui. qui va faire des petits? Oui, enfin, ce que j'ai trouvé important, c'est que, ils sont allés voir les organisations syndicales uniquement pour avoir l'accès en fait, au préavis de grève. On a bien compris ça. Mais ils n'avaient pas du tout envie d'être représentés ensuite dans la négociation, ce qui l'a rendu si difficile à clôturer d'ailleurs. 2, ils avaient des revendications qui étaient très catégorielles, mais très de reconnaissance des conditions d'exercice de leur métier. Et je sais qu'ils ont obtenu la création d'une direction particulière telle qu'elle existait il y a 20 ans et qu'elle avait progressivement été un peu dissoute dans le reste de l'entreprise. Donc ils ont obtenu quelque chose aujourd'hui, mais je suis convaincue du fait que c'est un peu un raisonnement gilet jaune, et que d'autres populations à l'intérieur de l'entreprise peuvent leur avoir envie de leur emboîter le pas. Bon. Avec ce risque, quand même, je vous ai envoyé là, le petit point de vue d'Erwan Tison qui vient nous voir régulièrement, qui dit à jouer avec le feu comme ça, ils vont accélérer l'ouverture à la concurrence, et qui donnait quelques chiffres sur ce qui se passe avec Trenitalia. Donc là où effectivement ils sont installés, le trajet Lyon-Paris, donc enquête réalisée par Trainline, qui vend les billets. Les prix ont baissé de 8% sur la portion donc Lyon-Paris et de 17% sur les voyages Paris-Milan. Le tout avec un volume de passagers en constante augmentation, plus 172% et plus 291% sur un an. Le contrefactuel est intéressant à observer, dit Erwan. Les billets sur les lignes SNCF non soumises à la concurrence ont vu dans le même temps les prix augmenter de 6% pour un Paris-Bordeaux à 16% pour un Paris-Lille. Ouais. Et c'est vrai que là, l'ensemble de ceux qui sont sur Paris-Lyon, ils avaient des trains italiens et ils n'avaient plus de SNCF. Et alors, ceci dit, ça tire les prix vers le bas. Sur une infrastructure qui ne s'est pas développée. C'est-à-dire que sur la ligne Paris-Lyon, elle était déjà saturée. Le législateur a obligé la SNCF à donner des sillons à des concurrents. Ouais. Et donc, ça tire le revenu moyen de cette ligne par le bas. Or, on aurait besoin, en fait, de régénérer des infrastructures dans l'ensemble de du pays. Donc, est-ce que c'est une bonne chose pour les voyageurs à court terme? Oui. Si tu as 291 passagers en plus, je pense que le volume te rattrape quand même la baisse de prix relative, non? Le volume par train, mais tu ne peux pas se faire circuler davantage de trains. Ouais, mais tu as le volume par train. Oui, mais c'est des lignes qui sont saturées dans la pointe. Ouais, dans la pointe. Bon. Donc tu les remplis ailleurs. Enfin, en tout cas, tu as une augmentation de plus de 200%, quoi. Donc, ils sont montés dans le train, en tout cas. Enfin, en tout cas, ils ont acheté un billet. En tout cas, ils ont acheté un billet. Bon, on n'est pas... Enfin, on en a déjà... on a déjà parlé. On en parlait. On n'est pas dans le monde des télécoms où l'ouverture à la concurrence, c'était accompagné d'une explosion, en fait, des usages. Ouais. On n'est pas dans la même situation. On est d'accord. Tu as dit, c'est la dinette de la concurrence. On joue à la concurrence avec les trains. Vous avez un commentaire là-dessus? Vas-y, mon cher Guy. Qui ne vous surprendra pas, que je trouve qu'il n'a pas été très mis en évidence, c'est le rôle des réseaux sociaux dans cette affaire, et qui démontre que la révolution numérique, qui a déjà cassé quasiment tous les codes du temps, des distances, de la propriété, de l'emploi, va casser aussi les partenaires sociaux. Et je crois qu'il devrait se poser des questions, de voir comment il y aura une disruption de ce qu'est un syndicat, y compris maintenant. Bien sûr. Je ne crois pas si bien dire, il y a 10 ans, enfin il n'y a pas tout à fait 10 ans, alors que j'avais des revendications qui étaient arrêtons le numérique, enfin, ce qui paraissait assez étrange. Arrêtons la marée. Arrêtons la marée. J'avais proposé, et on l'avait fait, ça s'était d'ailleurs déroulé à Sciences Po, on avait monté ce que j'avais appelé à l'époque, avec la CFDT d'ailleurs, un Digilab social, et on faisait réfléchir ensemble les organisations syndicales, les managers, les dirigeants, les salariés sur, à l'ère numérique, que devient le dialogue social, qui s'empare finalement du numérique pour améliorer la relation. Est-ce que les organisations syndicales veulent prendre des initiatives? Parce que quand tu distribues un tract à la sortie de l'usine, est-ce que tu fais la même chose sur les réseaux sociaux ou pas? Et je me souviens qu'on écoutait des conférenciers avant d'entamer nos travaux. Il y avait une impression de leur part qu'ils avaient peut-être un rôle à jouer, mais que la remise en question des pratiques allait être absolument considérable et sans doute supérieure à celle, finalement, que les directions d'entreprise étaient en train d'engager. Et le jour où j'ai donné à tous les membres du CSE, à l'époque le CE, une tablette numérique pour suivre, en fait, tous les travaux
du CE. Dans un premier temps, la première réaction que j'ai eue, c'était « Vous êtes en train de nous acheter avec des babioles, comme à l'époque coloniale. » Ça m'avait affligée, parce que je m'étais dit, en fait, ils n'ont pas encore mesuré jusqu'où la révolution numérique, effectivement, va remettre en question toutes ces questions de dialogue. Et en fait, elle va distribuer la parole. Et donc, alors qu'ils ont l'habitude, en fait, de la concentrer et de se considérer comme le seul interlocuteur des DRH, par exemple. De toute façon, le numérique, on en avait souvent parlé ici, c'est vraiment le royaume de l'horizontalité. Tout le monde devient... Voilà. Et donc, toute forme d'organisation verticale, ce qui est vrai aussi pour les partis politiques, toute forme d'organisation verticale ne peut être que confrontée à cette difficulté. Mais ce qui est curieux, c'est que finalement, les syndicats, s'il ne leur restait pas quelques acquis du système paritaire, mais il est possible que dans quelques années, vu notre tradition syndicale quand même beaucoup plus faible en France que dans d'autres pays, il en reste soit pas grand-chose, soit plutôt la création de mouvements temporaires, effectivement, qui, de manière très éphémère, disparaissent ensuite. En tout cas, mais ils sont pour l'instant irréfragables. Voilà, exactement. Ce mot magnifique, irréfragable, qui veut dire qui ne peut être contesté. Irréfragable. Il y a un verbe qui a été créé pour dire ce qui va leur arriver, c'est le verbe kodakiser. C'est-à-dire que l'entreprise Kodak, refusant l'arrivée de l'appareil photo numérique pour des questions de rentabilité de leur pellicule, etc., eh bien, a disparu 6 mois plus tard. Donc là encore, c'est un nouvel exemple. Moi, c'est vraiment mon régal de regarder ça, d'observer ça. Encore un exemple de résistance à la révolution numérique, et ils se feront mais tu vois, en fait, la question c'est quels sont les changements en fait sur lesquels ils peuvent être en première ligne et sur lesquels ils pourraient attraper une nouvelle génération. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les réunions syndicales, c'est quand même des têtes blanches. C'est-à-dire que ils ont peu de très jeunes dans leur rang. Et ils pourraient s'emparer des questions écologiques. Et en l'occurrence, s'ils sont mal à l'aise avec les questions écologiques, ils ne les prennent pas. Donc c'est assez cruel, parce que finalement, ils sont héritiers d'une tradition... Ça vient confronter le productivisme communiste de base, c'est-à-dire qu'en qui fait d'ailleurs que les seuls syndicats avec lesquels je puisse discuter, moi, c'est ceux de la CGT Mine Énergie, parce que c'est les seuls qui sont encore dans l'idée produire. Voilà. Et qui ont encore... L'acier ne ment pas. Peut-être pas pour très longtemps, puisque tu le disais, avec les réseaux sociaux, ça a beaucoup disparu, puis avec le télétravail aussi, la main sur les endroits stratégiques où on peut encore bloquer le pays. C'est-à-dire on peut encore bloquer le pays par les raffineries, par les transports, de moins en moins. On ne le bloque plus à la poste. Donc il y a peu d'endroits dans lesquels, en fait, on doit allouer des ressources syndicales quand on est syndicat. Vas-y, parce que... Juste un dernier mot, juste pour dire qu'on se serait attendu à ce que Emmanuel Macron, président de la République, connaissant tous ces enjeux, mette en place une réflexion sur un nouveau cadre social, fiscal, syndical, venant accompagner la révolution numérique. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas de quatrième... Mais il l'a fait. Non, mais il l'a fait. Mais il l'a fait. Ça prend pas. Mais bien sûr que si. Tu as dans ce qu'on a appelé à un moment le Barnum El Khomri, donc l'ensemble qu'on a tous oublié maintenant, tu as aujourd'hui les syndicats qui sont soumis aux élections. Mais non, mais... Et donc, mais normalement, ça doit tout changer. Il se trouve que tout le monde s'en fout et que ça ne change rien. Non, mais c'est voilà. Non, je suis d'accord, mais je ne parlais pas de ça. Je veux dire que de la même façon qu'aujourd'hui, on réfléchit à une industrie du futur, on ne peut pas réfléchir à la révolution numérique avec le cadre social issu de la révolution industrielle. Alors attends, justement, dans ce cadre-là, je vais te donner, parce que je ne les ai pas encore donnés, c'est quand même des chiffres super intéressants que nous a envoyé France Stratégie sur les 10 ans de la fibre. Donc ça fait 10 ans, lancé par François Hollande, comme quoi, quand même. 36 milliards d'euros d'investissement, alors c'est un tiers public, 2 tiers privés, 36 milliards d'euros d'investissement. 99% des foyers et des entreprises françaises sont aujourd'hui éligibles à la fibre. 46% des Français accèdent à Internet via la fibre. Et donc, effet sur l'économie française qui sont là, dynamique entrepreneuriale, dit France Stratégie, le nombre de demandeurs d'emploi baisse de 1% en moyenne dans les territoires nouvellement couverts. Et c'est peut-être d'ailleurs, je me disais, une explication au bon chiffre de l'emploi qu'on a quand même un peu du mal à expliquer, qu'on explique par une baisse de la productivité.
Mais l'idée d'un nouveau dynamisme, parce qu'en fait, ce sont très souvent des auto-entrepreneurs qui se lancent grâce à la fibre et grâce au digital, ce nouveau dynamisme-là, je ne l'avais encore jamais vu en avant. Je termine. Augmentation de la valeur de l'immobilier, bon, ok. Et surtout, donc, modernisation des entreprises. L'arrivée de la fibre multiplie par 1,3 l'utilisation du cloud et par 1,5 l'utilisation des CRM. Et augmentation de 7% de la valeur ajoutée dans le secteur marchand avec l'arrivée de la fibre. C'est magnifique quand même, hein, tout ça. Hein. Voilà. Je pense que le syndicat que je présidais à l'époque a beaucoup travaillé sur ces sujets-là et on peut s'en réjouir. Ouais. Mais il y a une chose qui est totalement oubliée là-dedans, c'est l'acculturation, l'éducation, la formation. Si vous avez une magnifique autoroute et que vous ne savez pas conduire une voiture à 130 à l'heure, eh bien, ça ne sert à rien. Et il fallait accompagner ces infrastructures d'un plan absolument massif d'éducation et d'acculturation. Je rappelle, malheureusement, j'aime pas le faire moi-même, mais c'est quand même une façon de montrer mon réalisme, qu'il y a 13 millions de Français qui ne sont pas dans cet environnement. Attends, il y a pire. 41% des entreprises n'envisagent pas de basculer vers la fibre. Ben voilà. Donc, toujours dans le rapport de France Stratégie, qui est vraiment super intéressant. France Num, que je cite régulièrement, qui fait le travail d'acculturation des chefs d'entreprise, des PME, parce que notre problème, c'est sur les PME. Bah, c'est ce que dit France Stratégie. Oui, bah oui. L'infrastructure seule ne suffit pas, il faut un accompagnement par l'écosystème. Vous êtes en phase. Eh ben voilà. Exactement. Clément ? Oui, en fait, je suis très surpris de la corrélation du chiffre. J'ai pas regardé ce rapport de France Stratégie entre la fibre et l'emploi. Oui, t'as vu ça ? Je suis surpris, effectivement. Par des auto-entrepreneurs. Ouais, voilà, ils disent ça par c'est un moteur d'entrepreneuriat, dit France Stratégie. Non, c'est pas étonnant, mais c'est vrai. Et t'as une baisse du chômage de 1%. Oui, super. Le chiffre est quand même impressionnant. Parce que 1%, ça fait quand même. Oui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et tu te retrouves quand même avec un petit élément d'explication là qui me rassure un peu plus que la baisse de la productivité sur l'idée que notre chômage baisse plus vite que n'augmente le PIB, qui était quand même un problème. Et donc voilà. Et alors, c'est un peu technique, mais enfin, on est sur Bismart, donc j'ai aucun problème. Mais 1,5 d'utilisation du CRM en plus, c'est les boîtes plus efficaces. Hein, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Bien, on marque une pause et on va continuer avec ChatGPT. On repart donc. Donc, avez-vous testé ChatGPT ? T'as testé ChatGPT, Clément ? Mais bien sûr. L'université mes parle que de étudiants ça. et moi-même. Oui. C'est vrai ? C'est impressionnant. Alors moi, j'ai découvert ça il y a, comme tout le monde. Mais tu l'as testé sur quoi ? Donc, toi, prof d'éco, etc. Sur deux choses. Un, les sujets de dissertation. Alors, écris-moi une dissertation sur l'augmentation de la productivité permet-elle toujours de diminuer le chômage ? Et puis, boum, il commence à rédiger une dissertation. Donc, je voulais voir si... Et tu lui as mis combien ? Parce que le prof, là, qui dit... il avait mis 11,5 à Ouais, moi, j'aurais dit ChatGPT. autour de 10. Pareil. Autour de 10. Ah oui, d'accord. Tu lui mets... C'est pas brillant, quoi. La difficulté il y a une version un peu plus spécifique éducation, d'après ce que j'ai compris, mais la difficulté qu'ils ont, pour l'instant, c'est deux choses. Un, de se conformer parfaitement au cadre de la dissertation à la française. C'est-à-dire que chaque formation a des codes très spécifiques et il fait un peu un essai à l'anglaise. Quand même, c'est pas tellement. Comme il y a une grosse partie de la notation quand même sur les codes très rigides de la dissertation à la française, puis qui n'est pas la même à l'université, à Sciences Po ou en classe préparatoire. Donc c'est vraiment ça. Il a quand même du mal. Et ensuite à calibrer le niveau. Parce que sur un même sujet, on peut faire une disserte terminale ou une disserte d'agrès, quoi. Donc, et c'est ça. Et le niveau qu'on demande est très difficile. C'est très difficile pour lui de s'adapter au niveau demandé. Voilà, donc il fait un niveau moyen, on va dire. Mais c'est assez complet sur le fond. Mais la méthode, c'est pas vraiment la méthode de dissertation à la française. Ça va être par exemple une étude de cas. C'est beaucoup plus anglo-saxon. Et le niveau... Ça, je pense qu'ils devront s'améliorer sur la possibilité de préciser le niveau qu'on veut pour un sujet, par exemple. Ouais, moi, j'ai testé là-dessus. Et puis après, sur des exercices de maths appliqués à l'économie. Et là, il est remarquable. Par contre, sur des exercices de micro, etc., là... les maths il ne fait mentent pas. Et il explique... et il explique bien. C'est-à-dire que non seulement il résout sans erreur, bon ça, c'est à la limite, il n'a rien inventé, mais il explique le raisonnement. Il dit attention, il y a des notes pédagogiques. Attention, là, on ne peut pas transférer... parce que, voilà. Donc il explique et il résout de manière pédagogique le problème. Bon,
Tu penses que c'est... Donc je perds mon emploi sur cette partie-là. J'ai encore une chance avec la dissertation. Voilà. Oui, je ne savais pas ça. C'est-à-dire que ce cadre très rigide et très strict, c'est des barrières à l'entrée formidables pour l'université française. Exactement. Oui. Mais j'en parlais aussi avec des collègues de maths, vraiment de maths pure. Mis à part quelques problèmes, on va dire, sur la manière dont on pose l'énoncé, etc., où le logiciel n'arrive pas à comprendre vraiment, ou certains pièges qu'on peut poser sur des questions de maths très, très, très difficiles, globalement, non seulement il le résout bien efficacement, mais il détaille bien le raisonnement et il explique comment on passe d'une étape à l'autre dans une démonstration mathématique. Et attention, les points de vigilance pour ne pas se tromper, et c'est assez remarquable de ce point de vue-là. Et tu penses que tes étudiants s'en servent ou pas? Pour l'instant, t'as pas encore le partiel. Ils ont testé. En fait, c'est eux qui m'ont fait découvrir. Moi, j'ai entendu parler par eux avant d'entendre par les médias. Ils m'ont fait découvrir. Alors, au partiel, ça voudrait dire que les surveillants ne sont pas très efficaces s'ils l'utilisent au partiel. Bon. Et après, pour eux, leur travail personnel, pour l'instant, je pense que c'est vraiment les débuts. Après, va falloir qu'on fasse autre chose que de donner des devoirs maison. Ouais, voilà. c'est ça. Ouais. Parce que le risque, c'est que c'est difficile à détecter pour l'anti-plagiat. T'as testé Oui. Alors, moi, j'ai entendu parler de ça par mes enfants. Donc, pendant les fêtes de Noël, ils ont fait inventer des jeux vidéo à ChatGPT. En fait, ils lui ont demandé d'écrire les lignes de code. Et alors, je suis incapable de... Alors Bruno, puisqu'on était hier avec Bruno Maisonnier, d'ailleurs, allez regarder ça si ça vous intéresse, qui est donc sa boîte faite de l'intelligence artificielle, s'appelle Another Brain, disait que sur le code, oui, il donnait, si tu veux, un point de départ, mais que, en tout cas, lui, ses développeurs qui, évidemment, là, n'étaient pas très satisfaits du résultat. C'est ce que j'allais te dire, c'est-à-dire que c'est rigolo, mais il y a des gros bugs, qui sont vite repérés. Mais il disait, on gagne du temps. Ouais. Voilà. Et le deuxième cas, c'est que on devait rédiger des modes d'emploi. Et la manière de structurer un mode d'emploi, on lui a posé la question, comment bien structurer un mode d'emploi? Et pour le coup, on a trouvé que c'était brillant. Parce qu'il avait repéré, en fait, les différents... Le sommaire, en fait, a bien utilisé le plan du mode d'emploi. Il y avait 2 ou 3, peut-être, rubriques qu'on n'aurait pas imaginé de récupérer sur la façon d'utiliser une des fonctionnalités d'un logiciel. Quelle histoire. Bon alors, mon cher Guy, comment est-ce que tu... J'adore cette histoire. Bah évidemment, mais elle a énormément d'entrées, donc... Oui. Non, et en plus, quand tu as fait l'introduction, tu as montré un peu l'émoi qu'il y avait autour de ChatGPT, ça ne m'étonne pas, parce que ChatGPT est en train de mettre le doigt sur cette révolution numérique. Alors, éducation, santé, coding, etc. Et donc... tout le monde se sont concernés et tout le monde a cette réaction de dire « Ah, ça y est, mon emploi va disparaître, ces examens, c'est n'importe quoi, etc. » J'ai quelques réactions par rapport à ça. Moi, la première, c'est que je trouve que c'est une excellente nouvelle. Pourquoi ? Parce que après Facebook et ses quelques difficultés, on voit là que Google est challengé. Alors qu'il y a encore 3 mois, on nous aurait dit Google, c'est impossible à bouger, etc., etc. Voilà, le numérique vous le démontre. Moi, ça fait des années que je le dis, rien n'est jamais acquis. Vous savez, moi, il y a 40 ans, IBM était le grand méchant loup. Moi, aujourd'hui, IBM est un acteur banal. Ça, c'est le premier point, qui est plutôt une excellente nouvelle sur les repères que nous avons. Alors maintenant, sur les questions d'examen, alors ça, c'est mon régal. Ancien prof de maths, je le rappelle. Voilà, ancien prof de maths qui a vu l'avènement des calculatrices et des calculatrices programmables. Et tout ce que nous disons là, c'est exactement ce que l'on disait. Comment on va faire? On donne des problèmes, ils nous les font avec les calculatrices, ils vont plus savoir compter, etc. Et au contraire, j'avais subi une formation à l'utilisation des calculatrices programmables comme outil pédagogique, et on a vu se révéler, j'avais des élèves en LEP qui résolvaient des problèmes en programmant, ce qui était incroyable. Donc c'est un outil. Donc si, messieurs les enseignants, vous ne voulez pas que vos examens soient complètement déphasés par cet outil, eh ben, il va falloir que vous cassiez la tête à faire des examens qui tiennent compte de ChatGPT. C'est ce qui va arriver. Je suis totalement d'accord. Voilà, mais oui, non, mais je ne sais pas pourquoi. Non, bien sûr. Moi, je termine l'argumentaire. C'est que, justement, ça montre... et d'ailleurs, c'était un peu la précédente discussion. Ça montre notre sujet sur le progrès. Vous avez un tsunami qui est en train d'arriver. Arrêtez de résister. Voilà. Préparez-vous à cette vague en apprenant à surfer.
Pour tous les sujets, je peux prendre le sujet. Le chat GPT, c'est vrai, c'est arrivé aujourd'hui comme un point d'orgue de tout ça. Et c'est formidable, parce que au moins, vous allez commencer à vous casser la tête sur la transformation de l'éducation. Et d'ailleurs, moi, j'ai participé à un MOOC. D'ailleurs, je veux le citer parce que ce professeur est tout à fait, on va dire, en anticipation. Il s'appelle Alain Goudet, hein, il est prof à Neoma. Il a créé tout un MOOC sur la transformation numérique. Et lui, il est tout à fait prêt à s'adapter à ces nouveaux enjeux. Donc, c'est tout. C'est une révolution. Préparez-vous, formez-vous, parce que vous ne pourrez pas l'arrêter. C'est ce oui, merveilleux adage, hein, quand le vent souffle, certains construisent des murs, d'autres des moulins. Exact. Voilà. Toi, tu fais une éolienne. Au lieu de mettre mon tsunami, Toi, tu fais une éolienne, toi, voilà. Un champ d'éolienne. Champ d'éolienne. Non, mais en plus, je trouve que c'est un côté amusant. Et la différence peut-être de certaines autres grandes transformations numériques, c'est très proche. C'est-à-dire, c'est très proche de nous, tu vois. C'est-à-dire que l'accès est immédiat. C'est-à-dire que tu tapes, tu récupères le truc. Je trouve que c'est très pédagogique, plus pédagogique que certaines grandes évolutions auxquelles on n'avait pas accès. Ce qui est très intéressant dans ce que dit Guy, et qui est le cœur de la transfo, puisqu'on parle quand même aussi des entreprises. Et c'est vraiment alors ce qu'on apprend, ce qui est le métier du groupe Open quand ils font de l'intégration, c'est tu ne peux pas intégrer un système si tu n'intègres pas les hommes. Et la seule manière maintenant, en fait, ce que nous dit Chat, d'intégrer les hommes, c'est de dire ça va changer tout le temps. Apprendre à apprendre, ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant, quoi, en fait. Ça va changer tout le temps. Mais c'est clair. Mais à côté de... Pardon Guy, mais ça peut être un peu flippant quand même. Tu comprends ? C'est-à-dire, donc nous, on est, Clément, là, mais nous, on est au bout d'un long chemin, mais avant la prochaine réforme des retraites. Si, en termes professionnels quand même, globalement. Bon, voilà. C'est très flippant, à tel point que je te rappelle le titre de mon livre, hein, qui est « L'apocalypse numérique n'aura pas lieu ». Ouais. Voilà, et je prépare Je parle pas d'apocalypse, moi je parle d'un truc épuisant, parce que sans arrêt. Donc là, la demi-vie des compétences, hein, la fameuse demi-vie, c'est 2 ans, et donc là, ça va être 6 mois, ça va être 3 mois avant de se reformer. Et c'est pour ça que j'ai voulu contrer ce discours du docteur Alexandre, etc., qui ont prévu, anticipé la disparition de tous les métiers. C'est faux, en particulier celui de développeur, ça m'a fait marrer. C'est faux, je lui dis, toi tu prévois qu'on ne va plus avoir besoin de développeurs grâce à l'intelligence artificielle, et maintenant avec ChatGPT, je ne sais pas ce qu'il aurait dit, hein, et moi, je suis en train d'en rechercher 1000 de plus parce que je ne les trouve pas. Et la profession en cherche de 50 000 chaque année qu'on n'en trouve pas. Donc c'est ridicule. Voilà. Et donc en fait, tu as raison de dire que c'est angoissant. Non seulement, pourquoi c'est angoissant ? Parce que d'abord, c'est une rupture sur les codes, tel qu'on vient d'expliquer. Mais en plus, ça va à une vitesse qui est impressionnante. C'est ça. Alors, et ça, cette combinaison entre un changement radical et une vitesse de changement, c'est extrêmement anxiogène. Et se sont engouffrés des dizaines d'auteurs, de journalistes et de films pour nous expliquer que ça va être l'apocalypse. C'est ça mon sujet. Là où c'est compliqué quand même, c'est que ce n'est pas que des transformations personnelles, c'est des transformations systémiques. Et les organisations, elles mettent du temps à se déformer pour appréhender ce genre de sujet. Et c'est là, potentiellement, que la vitesse d'exécution de ce genre de transformation peut être mise en question. Vous avez vu combien de jours il y a eu 1 million d'utilisateurs, hein, c'est en jours. Hein. Ouais. Pour l'avion, ça a été 60 ans, un truc comme ça. Faire évoluer une organisation. Clément ? Oui, non mais effectivement... Ça a toujours été le cas, et du 19e siècle, c'était déjà pareil avec les luttes ludistes, ou même... Moi, je suis assez optimiste. Quelque part, je suis assez... Alfred Sauvy, ce fameux ouvrage, La machine et le chômage, qu'il a publié donc en 1980, et où il disait non, les emplois se déversent. Il n'y a pas de destruction nette d'emplois, à croire que le progrès technique détruit toujours les emplois sans jamais en recréer. Et là, bon, c'est vrai que ça fait toujours un petit peu peur, mais au-delà de la peur... ce que va créer cette intelligence artificielle, c'est aussi un allègement, voire une suppression progressive des tâches inintéressantes, répétitives, que l'être humain n'a pas forcément vocation à faire toute sa vie, quel que soit l'emploi. Et c'est vrai pour le prof, c'est vrai pour le journaliste, c'est vrai pour toutes les entreprises. Et moi, ça m'a fait penser, en fait, cette intelligence artificielle au livre de Graeber sur les bullshit jobs. Et je me dis, finalement, est-ce que ce ne sera pas un moyen de remplacer un certain nombre de métiers pas très utiles ou purement administratifs ou pénibles ? Bien sûr. Et moi, j'y crois. Voilà. Et c'est ce paradoxe ahurissant des gens qui pleurent sur la disparition des caissières.
mais allez à la caisse une journée, 2 jours, allez voir si finalement être en rayon, c'est peut-être pas mieux, tu vois. Enfin, c'est un truc de dingue, ça. Ou l'industrie, le culte de l'industrie. Mais Dieu sait qu'on va en parler du culte de l'industrie. Il se trouve que moi, j'ai fait mes études à Lille. J'ai fait la fermeture du dernier puits de mine à Lens, qui s'appelait le puits 417. Tu vois des gars détruits, mais c'est pas à 64 ans qu'ils étaient détruits, bon Dieu, qui portaient la dernière gaillette, donc le dernier bout de charbon, comme si c'était leur bébé. Mais ce charbon les tuait. Enfin, c'est incroyable, cette histoire. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais, alors, il y a une autre entrée, tu l'as dit. Juste, il viendra nous voir, parce que j'en parlais hier. Carlo Purasanta, qui est donc l'ancien patron de Microsoft pour la France, qui écrit un bouquin donc, qui est très intéressant, qui s'appelle L'élan décisif. C'est un bouquin alors que tu pourrais signer des deux mains. Sauf qu'il raconte ce que sont pour lui les hyperscalers. Et il dit, donc, il écrit ce bouquin, il l'a écrit il y a 6 mois, hein, ce bouquin. Il raconte ce qui se passe autour du cloud. Et c'est marrant parce qu'il a quitté Microsoft, donc maintenant il peut dire la vérité. Et il dit en gros, Amazon, donc Web Services, a démarré le premier sur le cloud, l'hyperscale justement. Et Microsoft donc a énormément investi. Le point le plus intéressant, qui explique bien, écrit-il, le monde hyperscale est le suivant. Malgré cet investissement gigantesque de Microsoft et 15 années de travail, quand on regarde factuellement la stabilité et le niveau de disponibilité de l'infrastructure, Amazon Web Services possède toujours un avantage compétitif et propose toujours une qualité de service plus élevée. Quelles en sont les raisons? Les 2 ans d'avance au tout début que nous n'arrivons pas à rattraper. ChatGPT fait exploser tout ça. Exactement. Et même donc les certitudes de ceux qui étaient au cœur de cette industrie. Microsoft Quoi. qui va en profiter. Et alors, effectivement, c'est Microsoft qui va peut-être en profiter, puisque Microsoft a investi dans cette histoire au j'en départ. profite pour dire que c'est dommage, ou il est encore temps d'ailleurs, que l'Europe ne se lance pas sur ces sujets. Voilà, parce que voilà une façon de contourner les retards que nous avons sur d'autres sujets, en particulier comme le cloud. Et je pense que ça devrait être, encore une fois, au centre des réflexions que l'Europe peut apporter. Et malheureusement, je ne suis pas sûr que ça soit encore le cas. Tu sais, Guy, c'est le sujet de tous les sujets. On en reparlera peut-être la prochaine fois. Ça m'échappe. Et Bruno, qui était là hier, c'est la grande question. Puisque, effectivement, on pouvait partir de rien et arriver à ce résultat-là, pourquoi est-ce que nous ne l'avons pas fait? Alors qu'on a soi-disant les meilleurs matheux, les meilleurs ceci. Mais c'est pas soi-disant, non, c'est vrai. Bah, je suis pas sûr que ce soit vrai, puisque pour le coup, on n'y arrive pas, tu vois. Mais pourquoi si ça se trouve, ceux qui ont développé le ChatGPT aux États-Unis, ce sont des Français, hein? Parce que je peux te dire. C'était la réponse de Bruno. Ah bah oui, attendez, je suis au conseil C'était la réponse de Bruno, c'était ils partent en fait. Voilà. Je suis au conseil d'administration d'orientation de code d'ingénieur et en informatique et je vois chaque année la queue des entreprises américaines qui viennent en recruter nos développeurs. Bon. Oui. La carte carbone. Cédric Villani avait pas mal travaillé là-dessus, sur le lien entre l'intelligence artificielle, la rémunération des chercheurs dans ce domaine, etc., qui rendait la France un peu moins compétitive. Cédric Villani est peut-être une bonne application de ce que l'intelligence artificielle peut amener aussi un certain nombre de dérives dans le champ de la pratique. Quelle langue il va prendre? La pratique politique. Dans le champ de la pratique quotidienne en général. J'aimerais voir Cédric Villani faire cuire un œuf, je suis pas sûr. C'était très intéressant. Oui. Bon, attends, parce que je veux qu'on finisse quand même avec, comment on dit, Clément, les taxes pigouviennes. Pigouvienne. Donc, cette histoire est formidable. Donc, Emmanuel Combes, alors que vous connaissez, grand spécialiste notamment de la concurrence, qui est venu nous voir régulièrement, et donc qui écrit ce petit papier dans l'opinion. Je ne sais pas si on va voir l'image du papier. Donc sur l'idée d'une carte carbone individuelle. Le principe, mis en évidence dans la littérature académique dès le début des années 2000, dit-il, est simple. Chaque citoyen se voit remettre une carte carbone qui lui donne un droit annuel d'émettre une certaine quantité de CO2. Par exemple, dans le cas de la France, comme l'empreinte carbone totale est fixée à 300 millions de tonnes à l'horizon 2035, que nous serons 68 millions d'habitants, chaque Français se verra doté d'un budget carbone de 4,5 tonnes, soit la moitié de ce qu'il consomme aujourd'hui. Il devra utiliser sa carte carbone à chaque fois qu'il commettra un acte qui consomme du CO2. S'il n'utilise pas son budget carbone en totalité, il pourra le revendre à une autre personne qui souhaite disposer de plus de crédits, etc., etc. Et donc là, alors, elle parle des réseaux sociaux. Émeute sur les réseaux sociaux. Mon cher Denis Père, c'est-à-dire ce qui a un peu ému
Emmanuel Combe, c'est que, à la limite, de la part de gens qui comprennent rien à l'économie, bon, pourquoi pas, mais même un Denis Père qui dit mais c'est le début de la dictature, c'est le stalinisme du carbone, etc., etc. Donc Emmanuel essaye de dire, et c'est pour ça Clément que je voudrais que tu nous racontes ça, il dit mais vous savez que c'est dans la littérature économique depuis des dizaines d'années, et c'est même un ferment libéral, dit Emmanuel. En fait, quand on lit, j'avais pas vu la tribune, donc quand tu nous l'as envoyé, effectivement, j'ai lu. Alors, ce que dit Emmanuel Combe, il y a juste une petite... Il y a quand même deux choses. Dans la littérature économique, quand il parle des années 2000, c'est vraiment pour les entreprises, et c'est la genèse un peu du marché carbone, Voilà. rien à voir avec les individus, consommateurs, etc. Et après, ce qui moi m'a un peu étonné quand on commence à lire, c'est qu'Emmanuel Combe, il est quand même plutôt libéral, on le connaît pour ça, il a été jusqu'à peu vice-président de l'autorité de la concurrence, et... Finalement, ce que tu cites, Père, moi je suis assez d'accord avec cette idée qu'à un moment donné, il y a la liberté individuelle et que les deux ne sont pas compatibles. Moi j'en reste vraiment, vraiment convaincu. Et je crois qu'il ne faut pas confondre la taxe pigouvienne, donc la taxe environnementale, alors quelle que soit la forme qu'elle peut prendre. Ça peut être une taxe type... C'est quoi une taxe pigouvienne? Tu peux nous dire Oui, très alors rapidement simplement, c'est une taxe qui vise à faire payer ceux qui polluent ou ceux qui consomment un produit qui a pollué. Voilà. Alors c'est le pollueur-payeur, un petit Voilà, peu, exactement. principe, donc du nom de l'économiste Pigou du début du XXe siècle, qui à l'époque donc avait théorisé cette idée pour lutter contre les émissions de smog à Londres, qui faisait beaucoup de morts dans les années 1920 et qui a fait écouter son poste à Churchill quand il était Premier ministre, puis ça s'est prolongé assez longtemps, ces nuages de smog. Alors, bon, voilà, la taxe pigouvienne, elle prend des formes très diverses. C'est un outil qui est très recommandé par la théorie économique, et on en avait déjà parlé ici avec le rapport Tirole-Blanchard. C'est le principal outil, effectivement, pour rendre compatible la croissance et le développement durable, y compris avec un mécanisme d'ajustement aux frontières, qui reste dans les règles de l'OMC. Par contre... Lorsqu'on est sur le marché le marché des droits pollués, mais c'est plus tellement politiquement correct, donc le marché des quotas d'émissions, comme on dit, ou cette espèce de carte là, c'est pas le même outil, c'est pas la taxe pigouvienne. Mais je suis pas d'accord. C'est pas. Alors, on distingue vraiment les trois grands outils. C'est Ça va être bien, le marché mais- des droits pollués, la taxe et la Si tu réglementation. veux, juste, et je vais vous laisser vous C'est exprimer, pas mais tout moi, à fait la même chose. l'idée que j'ai en tête, c'est celui du code de la route. C'est-à-dire que tu es quand même, attention, c'est-à-dire tu ne fais pas ça ex nihilo. Tu fais ça dans l'idée que tu as face à toi quelque chose qui potentiellement peut détruire l'humanité, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Évidemment que sans cette menace ultime, et sur le code de la route, c'est des millions de morts sur les routes, sans cette menace ultime, évidemment, tu ne fais pas ça. Et là, tu inventes quand même une règle qui me semble juste, équitablement répartie, et qui permet en plus de transférer effectivement sur ceux qui consomment le plus et qui sont les plus riches, Oui. davantage d'efforts par rapport à ceux qui consomment le moins et qui sont les plus pauvres. Disons que on n'utilise pas exactement le même système de prix entre la taxe et cette carte carbone ou ce marché carbone, quelle que soit la manière dont on l'appelle. Fondamentalement, la taxe, elle modifie le prix de marché pour tout le monde et le comportement. Si on est assez libéral, parce que Pigou est vraiment un économiste très très libéral, quand il écrit, un grand opposant à Keynes par exemple, c'est quand même cette idée que globalement, celui qui génère la pollution, il va payer, mais il va payer au moment même où il génère la pollution. Et quelque part, il y a cette idée qu'on modifie le système de prix que pour celui qui va soit générer la pollution, soit créer de la pollution. La carte carbone, on ne sait pas quelles en sont vraiment les modalités. C'est parce qu'effectivement, quand on a peur de la dictature, etc., si c'est juste un transfert en termes de prix, il suffit d'acheter, de recharger sa carte, pour moi, effectivement, c'est très similaire à la taxe carbone, au sens où, quelle est la différence entre supprimer la TICPE, qu'on paye tous si on achète du gasoil ou de l'essence, et utiliser sa carte bancaire reliée par un mécanisme quelconque, on ignore, à une carte énergétique qui fait qu'on doit racheter... Voilà. C'est la même Tu chose. fais ton plein, Mais tu perds du crédit n'oublions jamais que ceux qui ont théorisé, c'est quand même plutôt la littérature hétérodoxe, hein. Il est gentil, Emmanuel Combe, mais quand même, dans les années 2000, ceux qui théorisent ça pour le consommateur, c'est plutôt, l'hétérodoxie décroissante. Ceux qui pensent la carte carbone derrière, ils pensent pas simplement ni un mécanisme qui remplace la taxe, ni un mécanisme entre guillemets purement libéral avec un transfert parfait entre ceux qui consomment plus et ceux qui consomment moins. Ils pensent à une limitation. Ouais, c'est ça. Et à resserrer petit à petit la Alain limite. Ricketts, un décroissant aujourd'hui, a une phrase que moi je trouve en fait symptomatique de ces gens-là. Je parle des économistes décroissants qui disent « Je suis venu au vert par le rouge ». Ouais. Ce sont des communistes. Voilà, je veux dire, fondamentalement, je dis pas ça d'Emmanuel Combe, hein, mais fondamentalement, ceux qui veulent instaurer
une carte énergétique. Ils n'ont pas l'idée. Il sait quel est simplement l'argument qui me fera derrière. vaciller. hein, Voilà, c'est ça. Clément. Pas simplement, mais ils n'ont pas l'idée simplement derrière qu'on va payer 3 € de plus avec une carte énergétique. Bon, je passe sur l'usine à gaz que ce serait. Ça, c'est une autre question. Et moi, je rajouterais, parce que c'est vraiment, j'aime beaucoup tout ce que tu viens de dire, mais j'irai beaucoup plus loin encore. C'est que moi, quand j'ai lu cet article, je me suis dit, on n'est pas loin du crédit social chinois. Oui, C'est-à-dire exactement. et c'est pour ça que ta phrase, je suis revenu au vert par le rouge, j'ai été sensible, c'est que en effet, là, comme tu le dis, ça paraît il y a une certaine légitimité, mais enfin, je peux te dire aussi, mon cher, écoute, si tu traverses en dehors des passages cloutés, tu es dangereux pour la nation, tu vas nous coûter de l'argent, donc je vais t'enlever des points. Donc c'est ce principe, en fait je crois que c'est ça que voulait dire Denis Père, il me semble. Hein. Mais ce serait pas mal Hein d'enlever des points aux piétons oui, qui... d'accord. Ah oui, mais on a vu jusqu'où ça peut aller. Il y a ou aux vélos qui grillent les feux rouges, ou aux voitures qui roulent trop vite. ce principe de carte, de crédit, etc., est un principe totalitaire, par définition, puisque il s'agit en effet de restreindre un certain nombre de libertés en suivant ton comportement. Oui, mais ça, Et c'est notre j'ajoute que quotidien, c'est notre et quotidien de la vie en société, ça restreint un certain nombre de libertés. Alors, si tu as envie de pousser... Je te dis, c'est le code de la route. Mais non, non, c'est le code de la route. Oui, mais là, c'est nominatif et centralisé quand même. C'est vrai. Parce que je veux dire, si tu t'achètes ton gasoil. Bah, ton en fait, permis à points aussi, il est nominatif Non, mais et je veux dire- centralisé. non, mais- D'ailleurs, ça a été un combat homérique pour l'imposer bien sûr. face à la mais justice. tu vois, je veux dire, tu pollues entre guillemets parce que tu remplis ta voiture d'essence. Personne ne le sait. Je veux dire, tu payes ton gasoil, etc. C'est quand même un acte. Ah oui, relativement derrière, anonyme. tu vois l'outil de La surveillance, carte toi. individuelle énergétique, c'est un outil plus individualisé quand même que la Bénédicte, un peu de sagesse dans nos arguments. sagesse. En fait, je ne sais pas quoi en penser, pour être honnête. Ah, Je ne très sais bien. pas quoi tu vois, en penser c'est ça. parce que ce que je me dis, c'est que on a quand même un problème devant nous que personne ne sait encore résoudre. Et qu'aujourd'hui, tout ce qu'on propose pour le résoudre est quelque chose qui enfreint nos libertés. Et la question est, est-ce qu'on va trouver quelque chose qui n'enfreint pas nos libertés et qui règle le problème du climat? Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Et donc, Que des incantations. Exactement. Et donc, du coup, je suis mal à l'aise à le bazarder d'un revers de main, parce que la question, c'est que plus les échéances approchent, et plus on se trouve confronté à la recherche de quelque chose à faire. Alors après, moi, ça m'embêterait beaucoup, hein, parce que, comme vous tous sans doute, mais quand on a des enfants qui habitent à l'étranger, les questions de droit carbone avec les allers-retours en avion, parce que Jean Caudy, il en faut 4 par vie. 4 par vie. Il y a une élue de Paris Quatre par écologiste vie. qui s'est fait rattraper par la patrouille là-dessus. Tout à 4 fait. ouais. par vie. Et alors moi, 4 par vie, je renonce à voir mes enfants, ever. T'as la visio, c'est horrible, enfin. tu as le monde, Guy, si tu veux, tu les vois en visio. Non, mais ils vont te dire que la visio, ça consomme. donc il y a- chaque fois, ils vont te trouver quelque chose. hein. Voilà, donc du coup, je ne sais pas quoi en penser. Juste T'as raison. pour finir, c'est un petit bouquin formidable dont j'ai déjà parlé hier, Rodolphe Bonas, édition Kawa, 40 innovations retail. Et donc il y a évidemment tout ce qui se joue dans le retail autour de cette histoire-là. Et donc il y a un magasin à Stockholm, enfin c'est une chaîne d'ailleurs alimentaire qui s'appelle Félix, et qui a proposé donc de faire payer ses courses en CO2. Donc votre ticket de caisse est automatiquement converti en impact CO2 et vous êtes limité à 18,9 kg de CO2 par personne et par semaine. Voilà, vous ne pouvez pas acheter plus. Sinon quoi Vous ne pouvez pas acheter plus. C'est le sinon non, quoi. mais Mais voilà. Dans ce Eh, magasin. alors, c'est parce que tu me L'amende, manges ma chute. Tu la me manges, prison. tu me manges ma chute parce qu'en fait l'expérience a duré 2 jours. Parce qu'en fait, c'est effectivement pas de nappe. Mais l'idée est là. Et donc, l'idée effectivement des promoteurs de ce truc-là, c'est que tu vois concrètement devant les rayons que en prenant, j'en sais rien moi, un produit végétal, tu vas avoir beaucoup moins d'impact qu'en achetant une côte de bœuf. un steak de viande. Voilà, une côte de bœuf. Voilà. Et tu vois. Bon, l'initiative n'a duré que 2 jours, mais c'était Mais c'était pas un Félix en laboratoire Suède. de recherche en psychologie des foules ou un truc comme ça? Ah non, c'est une vraie. Ah non, c'est le grand mérite de ce petit bouquin, c'est que c'est la vraie vie. La vraie Tout ce qu'il raconte, c'est la vraie vie. Hier, on racontait les robots de Bruno Maisonnier. Voilà, je te le dis juste très très vite, Guy. Donc, c'est au Japon. Le café, donc, il n'y a que des robots qui servent. Les robots sont pilotés par des handicapés qui sont chez eux. C'est-à-dire qu'en termes d'inclusion, ça va plus loin que tout ce que tu peux imaginer, qui sont, pour certains d'entre eux, ne sont même pas au Japon.
Et tu as une transformation là, du monde du travail, sachant évidemment toute la difficulté qu'il y a, etc. Et si tu as des robots, tous les problèmes des shifts à 8h, à 18h, ouais, etc., tout ça est réglé. Voilà, non, c'est des vraies choses. Voilà. Bon, donc... Non, mais disons que, en fait, juste si je devais résumer, cette carte carbone, si elle est juste un transfert, une sorte de taxe déguisée, je vois pas du tout l'intérêt. Les taxes existent justement pour ça. Si c'est juste pour dire... celui qui consomme plus doit racheter du carbone. De toute façon, s'il consomme plus de carbone, il payera plus de taxes. Non, alors en fait, honnêtement, non. voilà, je vois pas trop la différence. Mais non, c'est tout le sujet des Gilets jaunes. Ce fameux sujet de la taxe carbone, donc, la taxe carbone, mais vous inquiétez pas parce qu'elle va vous être restituée. Le problème, c'est qu'elle va dans la machine de l'État et qu'elle n'est jamais restituée à ceux qui en auraient besoin. C'est tout le sujet de la taxe carbone sur le diesel qui démarre les Gilets jaunes. Là, c'est mes crédits carbone à moi. J'en fais ce que je veux. Donc si je veux les vendre. Et si je veux les vendre, je les vends. Tu comprends ? Voilà. C'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui se rapproche un petit peu du revenu universel, si tu veux. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Après, j'entends vos arguments, qui est de dire c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Si tu commences avec ça, effectivement, traverser dans les clous, c'est un très bon exemple. Tu es dangereux pour la société, ce qui est vrai. Et donc, tu vas avoir un crédit social. Si on veut consommer plus de carbone, mais que le marché n'en offre pas davantage. Mais le problème, c'est que, le problème, là où on en est, c'est que le marché en offre toujours plus. Oui. Je vous ai pas mis l'image. Bien sûr, je ne sais pas où la mettre cette image-là du record. On est quand même 2022, c'est le record historique de profit des compagnies pétrolières. Après tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait depuis des années, record historique de profit des compagnies pétrolières. Le marché reste toujours là pour servir la demande. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, si tu dis chaque personne a 10 crédits et que tu ne peux avoir des crédits. Il est là, merci. Mais tu ne peux avoir des crédits en les rachetant que si d'autres acceptent de les vendre. Mais qui détermine le volume des crédits et qui s'assure que... Les accords de Paris. C'est-à-dire, il le dit, le chiffre, j'ai plus les chiffres, là, je vais pas te les retrouver, mais nous sommes 68 millions, nous devons émettre tant de tonnes, tu divises par 68 millions, hop, emballé, c'est pesé. Oui, donc ça fait quand même peser une contrainte, au sens où... Mais bien sûr. Mais la taxe fait peser moins de contraintes, d'une certaine manière. Oui, mais mais le problème, c'est que la taxe n'est pas juste. Tu n'arrives pas à la rendre juste. On en parlera la semaine prochaine avec Anaïs Voigilis. Les crédits carbone de l'Union européenne, c'est l'enfer pavé de bonnes intentions. C'est une catastrophe, en fait, pour l'industrie européenne. On ne peut pas racheter, en fait, à qui que ce soit. Non, mais bien sûr. C'est intéressant. Bon, on en reparlera. On va inviter Emmanuel Combe pour discuter de tout ça. Mais vous m'avez donné des arguments pour le contrer, donc ce sera une saine discussion. Je viens au vert par le rouge et le crédit social. je viens au vert par le rouge. Et oui, et quand même, et l'inéluctable. Quand même. Et bien face à ça, il y a l'inéluctable, exactement. Et l'idée que, compagnie pétrolière, on ne progresse pas. Nous, 2022, record de consommation de charbon sur la planète. Voilà. L'innovation verte nous sauvera. Mais c'est là où... Il faudrait peut-être avoir 2-3 alternatives. Oui, c'est ça. Merci les amis, et on se retrouve demain. Demain, on fera un tour du monde de macroéconomie pure, brute macroéconomie, voilà, pour commencer à finir la semaine avant Aurélie Planex. On se retrouve demain.